Je suis pasteur à mi-temps dans une église protestante ménonite dans la région parisienne et je travaille également avec une association missionnaire, Agapé France, et je suis aussi directeur d'Agapé Guadeloupe, donc qui est une branche de cette mission d'Agapé France. Ouais. En organisant, non pas un colloque, mais 2 colloques, ce n'était pas dans le but de remuer, ni de ressasser le passé, mais faire un travail de mémoire, ce que j'appelle, après d'autres, l'éthique du souvenir. Et l'idée, c'est permettre à la fois aux Antillais, mais aussi à des Africains, de mieux connaître leur histoire. Et il me semble qu'il y a toujours 2 aspects quand on organise quelque chose qui est en lien avec la mémoire. C'est d'abord faire un travail qui est un travail de guérison. Donc pour moi, cela contribue aussi à cela. Et l'autre aspect aussi, c'est en même temps pouvoir parler de ce qui se fait aussi dans le présent. Aujourd'hui encore, on estime qu'il y a 2 millions de personnes qui sont esclaves dans certains pays. Donc, c'est utile de faire ce travail de mémoire qui permet donc aux Antillais de se rapproprier aussi de leur histoire. Parce que beaucoup d'Antillais, contrairement à ce qu'on pense, et aussi beaucoup d'Africains ne connaissent pas l'histoire de l'esclavage. Et beaucoup d'Européens, beaucoup d'Occidentaux ne connaissent pas cette histoire. Je pense, j'ai donné une conférence il y a 2 semaines. Et bon, bien sûr, je ne parlais pas forcément de l'esclavage, je parlais de la colonisation. Et j'étais très surpris que des Européens découvrent l'horreur et la souffrance qui est liée à la colonisation. Et nous sommes encore marqués par cette histoire esclavagiste, cette histoire de la colonisation. Et je parle des conséquences psychosociologiques de l'esclavage. Et les auteurs qui se penchent, que ce soit sur l'esclavage, que ce soit sur la colonisation, et qui essaient d'étudier l'histoire des Antillais, des sociétés post-esclavagistes, se rendent compte finalement que ces sociétés sont marquées aussi, sont marquées par cette histoire. Ouais. Oui, la question de l'esclavage se pose encore de nos jours, et en citant justement Frédéric Douglass, ce grand abolitionniste noir, ce que je trouve intéressant dans ce qu'il dit, c'est quel usage faisons-nous du passé. Et je pense qu'il y a on trouve chez beaucoup de personnes, d'individus, un mauvais usage du passé. Donc on va l'utiliser dans un esprit revanchard, on va l'utiliser pour, je veux dire, finalement, attiser la haine. On va l'utiliser aussi pour rendre responsables les Européens ou les Occidentaux de tous les malheurs, je veux dire, que ce soit de l'Afrique, que ce soit des Antilles. Or, moi, ce n'est pas le but, finalement, c'est prendre en considération ce passé pour pouvoir mieux vivre son présent et construire son avenir. Par exemple, je prends un exemple, comment expliquer à des enfants qu'il y a des Noirs dans les Antilles, par exemple, les Antilles françaises. Si on ne prend pas le temps d'expliquer, la personne ne comprendra. Et même encore aujourd'hui, s'il y a des Antillais en France et des Africains en France, c'est parce qu'il y a eu également l'esclavage et la colonisation. Donc, et aujourd'hui, le rapport que porte un Européen sur moi, un rapport quelquefois dévalorisant, est aussi lié avec ce passé esclavagiste. Donc, si les uns et les autres ne prennent pas en considération ce passé, le regard ne va pas changer. Et quand je parle de regard, c'est à la fois le regard d'un occidental, d'un Européen, mais aussi le regard de quelqu'un qui vient d'un pays post-esclavagiste. Cela touche également les Africains, même si, et je vois à la fois au niveau des ouvrages, mais je vois un certain nombre d'auteurs africains qui en parlent, et aussi de personnes que je rencontre, que ce soit des théologiens, aussi avec qui je discute. Ce passé-là, alors les Africains parlent beaucoup plus de la colonisation que de l'esclavage. Je prends un exemple, je vais plutôt illustrer. J'ai rencontré un pasteur africain récemment et il me disait qu'il n'arrive pas à comprendre le rapport qu'il y a entre les Africains et les Antillais.
Et il avait l'impression que, quoique étant proche au niveau du phénotype, qu'il sait en fait que nos ancêtres, en grande partie, ce sont les Africains, il avait du mal à comprendre en fait cette indifférence de beaucoup d'Antillais. Et je lui ai raconté une histoire, c'est des ambassadeurs africains qui ont été dans une église noire aux États-Unis, et il y avait également cette même indifférence, et même une forte indifférence pendant le culte. Et ces ambassadeurs africains n'arrivaient pas à comprendre finalement pourquoi une telle résistance, une telle indifférence à leur égard. Et à un moment, un Africain-Américain a répondu, quand on lui a posé la question, il a dit « vous nous avez vendus ». Donc chez aussi beaucoup d'Antillais, il y a aussi cette question finalement qui reste, qui est là, et qui fausse aussi, je veux dire, le rapport entre Africains et Antillais, et entre Antillais et Européens. Il m'est difficile de répondre à cette question en sociologue. La seule chose que je peux avoir comme réponse, c'est la puissance de l'Évangile. Parce qu'il ne faut pas oublier que le diacre qui, en semaine, hein, qui viole les femmes noires, les esclaves noirs pendant la semaine, c'est lui qui distribue le dimanche les éléments de la scène. Donc on voit un peu la cruauté de l'esclavage. Et quand on lit justement Frederick Douglass, mais encore d'autres auteurs, on se rend compte que les esclaves souffraient énormément de leurs maîtres qui souvent étaient chrétiens et qui souvent aussi utilisaient les Écritures pour les emmener à la soumission, à l'asservissement, je veux dire. Donc, l'Évangile est aussi libérateur. Quand les esclaves vont découvrir la puissance et la beauté de l'Évangile, j'ai envie de dire, ça leur permet aussi de se réapproprier de leur humanité. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'ils n'ont jamais perdu finalement leur humanité, parce que c'est parce qu'ils savent qu'ils sont des êtres humains qu'ils vont lutter, qu'ils vont résister à l'esclavage, qu'ils vont se battre pour leur liberté. On parle beaucoup en Europe d'une société sécularisée. On fait beaucoup on cherche comment défendre la foi chrétienne, l'apologétique. On voit que là, l'Évangile touche des individus qui auraient pu rejeter l'Évangile parce que les esclavagistes étaient des maîtres chrétiens. Il y a la question de la puissance de l'Évangile parce que, dans un premier temps, les esclaves ne savent pas lire. Mais quand ils vont apprendre à lire, on le voit très bien chez Frederick Douglass et d'autres esclaves noirs, ils apprennent à lire, et dès lors qu'ils apprennent à lire, ils vont apprendre à lire aussi à d'autres esclaves. Et petit à petit, ils découvrent qu'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Et cela les emmène, à partir de là, ça va devenir libérateur. Et on le voit finalement, comment on peut utiliser l'Évangile aussi à des fins idéologiques. Par exemple, là, on voit que c'est utilisé pour maintenir, pour asservir donc des êtres humains. Et on le voit aussi, par exemple, quand les Européens arrivent en Amérique. Il y a avant eux d'autres peuples qui sont là, au moins les Indiens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour eux, ils sont en pays conquis. Ils reprennent l'Ancien Testament. Et les Noirs vont réagir autrement. Ils vont voir plutôt la libération. Ce n'est pas la conquête, mais aussi la libération. Eux, on peut dire, ils vont conquérir leur liberté à partir de l'Évangile. Moi, je suis originaire de la Guadeloupe. Et je pense que très jeune, j'ai vu aussi une forme de décalage entre l'Église et la société dans laquelle elle est implantée. Et cela m'a amené à réfléchir très tôt sur les questions de société qui concernent les Guadeloupéens. Donc en France hexagonale, puisque aussi la Guadeloupe c'est aussi la France,
j'ai eu une plus grande liberté, je dirais, d'écoute de la part des gens qui pouvaient comprendre finalement que c'est une question qui me préoccupe. Et dans notre église ménonite, donc, où je suis pasteur, il y a peut-être 4 ans ou 5 ans, j'ai écrit une histoire, ça s'appelle Le Passage du Milieu, où je raconte l'histoire de l'esclavage avec des chants chrétiens et des chants de la société guadeloupéenne, où j'explique vraiment ce que c'est que l'esclavage, depuis la capture des esclaves, ensuite quand on les emmène dans les Amériques, on les vend, jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1848, et je montre aussi comment de l'esclavage, enfin des sociétés qui sont nées de la résistance, tout ce qu'on peut voir aussi sur le plan esthétique, donc tout ce qui est, tout ce que les écrivains créoles ont apporté à la littérature. Donc je n'ai jamais eu de problème, je veux dire, depuis que je suis en France hexagonale, pour aborder ces problèmes. Et je veux dire que c'est en France hexagonale que j'ai commencé à aborder la question de l'esclavage, et ensuite j'ai été en Guadeloupe pour organiser des colloques. Et je le fais toujours avec une très grande liberté pour différentes raisons, surtout dans mon église d'expression ménonite, ménonite, parce que là, il y a aussi une histoire, il y a un passé aussi, parce que les ménonites ont été persécutés. Et puis, c'est aussi des lieux où on parle aussi de réconciliation. Les ménonites sont bien engagés dans... Et j'ai été soutenu, et d'ailleurs, quand j'organise des conférences en Guadeloupe, il y a Frédéric Deconin, qui est sociologue, qui m'accompagne, Neil Blas, qui est théologien, qui m'accompagne. Et mon engagement en Guadeloupe, c'est aussi un travail de réconciliation. C'est-à-dire que je suis impliqué dans tout ce qui concerne le vivre ensemble en Guadeloupe. Parce que l'esclavage est aboli, mais il y a toujours les conséquences. On est dans une société où les descendants d'esclaves, ce qu'on appelle les afro-descendants, et les descendants de négriers, les eurodescendants, ont du mal à vivre ensemble. La plupart des tensions en Guadeloupe sont en lien où il y a un fond qui est lié aussi à l'esclavage. Si on prend le mouvement social en 2008, le LKP, eh bien on a vu remonter un certain nombre de choses qui sont liées à l'histoire de l'esclavage. Ça remontait à ce qu'on appelle, pour moi, les questions sociologiques, mais aussi anthropologiques. Ouais. Dans beaucoup d'églises protestantes, et surtout protestantes évangéliques, il y a beaucoup d'Antillais. Et des Antillais, des hommes, des femmes, des jeunes, qui sont bien impliqués. Ils apportent une richesse en ce qui concerne le vivre ensemble. Ce sont des personnes qui sont bien engagées. Le dimanche matin, dans certaines églises, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est des Antillais. Et certains pasteurs européens ou américains disent, s'il n'y avait pas les Antillais, que seraient nos églises? Donc, on peut dire qu'il y a une contribution. Je pense à des églises qui ont pu faire ce qu'on appelle dans le jargon missiologique l'essaimage, implanter une nouvelle église. Mais quand on s'est déplacé avec un groupe d'Antillais, parce que c'est des gens, quelque part, qui, je pense, ont ce désir de servir Dieu en France. Et puis, il y a un gospel, on pourrait dire, américain, mais de plus en plus, on voit qu'il y a une grande participation des Antillais. Je parle dans les milieux évangéliques, de plus en plus de pasteurs aussi. Alors, il y a beaucoup d'anciens, finalement, beaucoup de collèges d'anciens se sont formés avec des Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais, mais au-delà, on observe aussi un engagement au niveau du ministère pastoral avec des Antillais.